Bonjour à tous pour ce premier grand round ACHVT de l'année 2026. On a la chance aujourd'hui d'avoir l'équipe de Marseille qui va nous présenter un cas un peu particulier sur la transplantation hépatique, mais surtout sur la gestion d'un TIPS qui n'a pas été simple en pré-thérapeutique. Et donc, ça va être un petit peu tout le déroulé de ce qui s'est passé pour ce patient et savoir un petit peu la démarche dans ce contexte vraiment très spécifique. Donc là, Thibaut va nous présenter le cas clinique. Il va y avoir des questions qui vont être au cours du cas clinique. Il y a deux experts qui sont le professeur Ephraim Salamé et le professeur Fabrice Buscari. Et pour les participants, en fait, ça va être, si vous avez des questions, vous pouvez les passer par le chat. Et moi, je relais les questions avec l'équipe qui présente de Marseille et puis les experts. Donc, Thibaut, à toi de jouer. On t'écoute. Donc, bonsoir à tous. Je vais vous présenter donc ce cas clinique qu'on va un peu débattre, qui s'intitule thrombose récidivante de TIPS, hémorragie et septicémie. La transplantation hépatique est-elle encore possible et quand? On va rentrer directement dans le vif du sujet. On va parler de Monsieur L. Donc, c'est un malade de 66 ans qui fait 1,69 m pour 70 kg, qui est du groupe O+, et qui s'est vu découvrir une cirrhose mixte NASH et alcoolique en 2009 à la faveur d'un épisode de rupture de varices gastriques et une mise sur liste immédiate à ce moment-là. Le scanner initial de ce malade, je vous le présente ici, donc un temps portal où on peut voir plusieurs éléments dont on va repasser dessus. Il n'y a pas de piège évident. Et donc, on note d'emblée chez ce patient de volumineuses varices périgastriques, toutes se drainant dans un shunt splénorénal situé ici. La veine porte à ce moment-là est perméable, et il n'y a pas de particularité supplémentaire. En 2010, donc un an après le diagnostic, on indique la pose de TIPS pour hémorragie digestive avec des gradients mesurés pré-TIPS à 9 et des gradients post-TIPS en mesure immédiate avec un gradient à 5. Ça me permet de revenir avec vous sur les indications de TIPS pour hémorragie en fonction du tempo de l'hémorragie et de la chronologie de l'évolution, avec une première indication du TIPS de sauvetage dans les cas de hémorragie non contrôlée au cours de l'endoscopie, le TIPS de secours qui s'indique lorsque, initialement, après un contrôle hémostatique endoscopique, on observe une récidive précoce dans les 5 jours, le TIPS préemptif qui s'indique chez une certaine population de patients à haut risque de récidive après un contrôle hémostatique satisfaisant en endoscopie. Pour rappel, ces critères sont le patient qui est Child B supérieur à 7 avec un saignement actif lors de la première endoscopie malgré l'utilisation de vasopresseurs, un patient qui est Child C inférieur à 14 ou un patient qui a une hypertension portale avec un gradient supérieur à 20 mm de mercure. Et enfin, en dernier lieu, il y a une quatrième indication du TIPS pour hémorragie qui est dans le cadre de l'échec de la prophylaxie secondaire par bêta-bloquant et gestion endoscopique itérative des varices. À la suite de ce TIPS posé en 2010, il va présenter une récidive de rupture de varices gastriques à 6 mois, avec au scanner ces deux éléments. En premier lieu, sur l'image de gauche, on peut voir une thrombose du TIPS qui est assez étendue, et sur l'image de droite, à ce moment-là, on voit l'extension de la thrombose au système porte. Face à cette récidive et à cette thrombose du TIPS, on indique le rallongement du TIPS et l'embolisation d'une varice gastrique, donc avec un TIPS qui est rallongé et à la fois sur son versant cave, à la fois sur son versant portal. Cette volumineuse varice gastrique que l'on peut voir ici et qui se draine encore une fois via le shunt splénorénal va être embolisée avec l'imagerie enfin de gestes radiologiques suivante. Ça me permet aussi de revoir avec vous le principe de dysfonction et de thrombose du TIPS, qui sont deux éléments assez fréquents dans les complications de TIPS. La dysfonction, ça survient quasiment chez un malade sur 2 à 2 ans. La thrombose, quant à elle, c'est un quart des malades à 2 ans. Le dépistage, il se fait par l'échodoppler hépatique semestriel qui est réalisé au cours du suivi de la cirrhose, en sachant que cet examen est imparfait, notamment pour le diagnostic de dysfonction, où sa sensibilité et sa spécificité chutent drastiquement.
Il est nettement meilleur, par contre, pour le diagnostic de thrombose. Si bien que ces éléments font évoquer une complication du TIPS à type de dysfonction de thrombose en cas de toute récidive de complication de l'hypertension portale. Les causes de dysfonction de thrombose, elles sont multiples. Elles peuvent être purement anatomiques, hémodynamiques ou même générales à la faveur de plusieurs facteurs prothrombotiques. Et les traitements qui en découlent donc, sont multiples également, allant de l'angioplastie jusqu'à la thrombectomie mécanique, en passant par le réalignement et l'allongement. Il est important de rappeler qu'au cours de cette gestion des complications de TIPS, la discussion elle doit être collégiale entre l'équipe de transplantation et l'équipe de radiologie. Tout ceci étant notamment pour les patients qui peuvent bénéficier de la transplantation ultérieurement, de garder en perspective cette transplantation et que le management de ces complications de TIPS ne soit pas une épine pour la transplantation. À la suite de cette révision du TIPS en 2011, le patient est retiré de liste devant sa cirrhose qui est à ce moment-là compensée. Il a ensuite perdu de vue et suivi dans un centre aux alentours de Marseille pour une période de 8 ans. Et en 2019, on reprend contact avec ce malade à la faveur d'un nouveau épisode de thrombose de TIPS et on indique à ce moment-là une reperméabilisation et un allongement. L'allongement est encore cette fois, il est à la fois sur le versant cave et à la fois sur le versant porte avec un TIPS de plus en plus long. Et à la suite de cette révision du TIPS, le malade présente plusieurs épisodes de bactériémie récidivante à germe digestif, sans porte d'entrée identifiée, notamment avec des endoscopies complètes. Et au cours du bilan de bactériémie, on réalise un TEP scanner où il n'y a pas de fixation du TIPS. Et donc, je m'adresse maintenant aux experts. Est-ce que ces épisodes de bactériémie récidivante vous font évoquer quelque chose de particulier? Fabrice ou Ephraim, est-ce que vous avez une idée et ça vous évoque quoi tout ça? Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Ah. Eh ben, ça m'évoque que l'affaire va pas être simple en premier lieu. Voilà, la question, c'est que vous avez fait le TEP scan qui fixe pas. Est-ce qu'il y a une brèche biliaire sur les poses des différents rallongements de TIPS? C'est une situation qu'on a déjà vue. Après, bien entendu, il faut éliminer. C'est un patient qui a de multiples complications, qui est cirrhotique, donc éliminer les foyers habituels, hein, d'autres causes d'endocardite ou autre chose. Mais voilà, ça survient après l'allongement du TIPS. Donc la première cause, ça serait peut-être dans le rallongement, dans le passage, une communication avec une partie de l'arbre biliaire. Je ne sais pas, Ephraim, il doit avoir. Ephraim, tu as une hypothèse autre ou un complément d'information concernant la question posée par l'équipe de Marseille? Je ne sais pas s'il est connecté. Et s'il est connecté, j'ai vu qu'il était un intervenant maintenant. Après, j'ai pas bien vu sur le rallongement du TIPS parce que vous avez rallongé le rallongement. Est-ce qu'il y a pas donc là vous descendez dans l'axe mésentérique. Est-ce qu'il y a des veines jéjunales exclues par le TIPS ou un retour veineux des premières ranges jéjunales un peu difficiles parce que là il me semble aller très très loin. Donc peut-être, est-ce qu'il n'y a pas une souffrance un peu digestive associée? Et effectivement, il descend très bas. Il n'y avait pas d'argument pour une ischémie veineuse du grêle sur les différents examens réalisés à ce moment-là. On verra un peu par la suite ce que ça pouvait être. Je vous propose de continuer tranquillement. Donc, suite à ces bactériémies tout au cours de l'année 2019, il fait un nouvel épisode de thrombose de TIPS avec cette fois-ci l'indication qu'on pose de second TIPS en parallèle du précédent, plus court, avec un gradient portosystémique en fin de procédure évalué à 8 mm de mercure. À la suite de cette révision de TIPS et de cette pose de second TIPS, on réinscrit le malade sur liste active
Et il présente de nouveau plusieurs sepsis récidivants d'origine indéterminée et cette fois-ci une légère modification au TEP scanner avec une hyperfixation minime d'un des deux TIPS. Il présente 3 ans plus tard une complication majeure avec un choc hémorragique sur rupture de varices gastriques. Au Doppler, on identifie un flux ralenti au sein du TIPS. Le patient a un MELD à ce moment-là à 15. Et ma question, c'est dans ces conditions-là, que faites-vous, que proposez-vous comme prise en charge ou plutôt comme alternative? Moi, j'ai une petite question, parce que ça devient de plus en plus embêtant. À chaque fois qu'il la recanalisation du type, le réallongement, il y a des difficultés. Le radiologue, comment ça se passe à chaque fois? Parce que là, le deuxième tic, c'est en condition d'urgence. C'est toujours un peu difficile. Donc, quel est un peu le sentiment des radiologues lorsqu'ils posent des tips? Je ne sais pas si c'est les radiologues ou les hépatologues chez vous. Premier point. Et deuxième point, est-ce qu'il y a une recherche d'un syndrome myélo-prolifératif? Est-ce que le malade a été mis sous anticoagulant puisqu'il récidivé les thromboses quand même, c'est la troisième ou quatrième thrombose. Est-ce que, voilà, difficulté, le sentiment de la personne qui a posé le TIPS les premières fois et la deuxième fois, est-ce qu'il y a une recherche de troubles de la coagulation ou de syndrome myélo-prolifératif et est-ce qu'il y avait un peu d'anticoagulants, des choses préventives des récidives? Donc, pour la première question… Ephrem est parmi nous. Vous m'entendez? J'étais là, mais je n'arrivais pas à parler. J'ai écouté. On t'entend, Ephrem, on t'entend. Donc, tu vas pouvoir parler maintenant, c'est bon. Juste pour reprendre les questions de M. Muscari, donc pour la première question, c'est les radiologues chez nous qui font ça et qui ont une expertise assez avancée, notamment le docteur Louis, pour ne pas le citer. Et c'est lui qui a participé à beaucoup de révisions de ces types. Il y avait le docteur Idir Kati également et Farouk Tradi. Ils font ça souvent en concertation les uns avec les autres. Et les procédures, on ne va pas revenir dans les détails de chacune, mais certaines étaient plus compliquées que d'autres. Mais les résultats finaux, à chaque fois, étaient jugés comme satisfaisants. Ça, c'est pour la première partie de la question. La deuxième partie de la question, c'est oui, une cause primitive telle le syndrome prolifératif ou n'importe quelle cause de coagulopathie a été recherchée et tout a été éliminé au cours des différents épisodes de thrombose. Et la troisième partie de la question pour l'anticoagulation, oui, le malade était sous anticoagulation. Il a fait ses thromboses sous anticoagulation et malheureusement, on va le voir au cours de la suite, à la faveur de plusieurs épisodes hémorragiques, souvent ces anticoagulations ont été suspendues, puis reprises, puis suspendues. Donc, elle n'a jamais été vraiment continue, cette anticoagulation. Et peut-être qu'elle explique en partie les complications de ce malade. Ephrem, on te voit, tu parles, mais on ne t'entend pas. Ton micro n'est pas ouvert, je pense. Comme il ne parle pas, j'en profite. Ephrem, on ne l'entend pas. La veine splénique, parce que vous l'avez embolisée, il y a eu un rallongement de TIPS, elle est toujours perméable, elle est thrombosée aussi? Non, à ce moment-là, elle est perméable. Là, je pense qu'on vous entend. C'est bon? Vous m'entendez? Oui. Bonsoir tout le monde. Je suis désolé parce que j'étais connecté, donc j'ai écouté le début du cas, mais j'étais frustré parce que je ne pouvais pas parler. Donc bonsoir à tout le monde. Et écoutez, nous, notre avis et mon avis, c'est que quand vous avez eu la première thrombose du TIPS, et avec une thrombose qui est étendue vers le système un peu spléno-mésentérique, un peu en amont du TIPS, c'est là où
on aurait dû considérer chez ce malade qui était déjà inscrit sur la greffe le projet de transplantation. Après arrive la TIPSIT, après la mise en place du deuxième TIPS, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi. Et là, c'est un tournant évolutif des différentes interventions qu'on a sur un TIPS qui est déjà thrombosé, et ça augmente le risque de TIPSIT. Alors, bien sûr que le PET scan n'avait pas fixé sur le TIPS, mais le PET scan n'est qu'un argument complémentaire parce que la plupart du temps, on peut avoir une TIPSIT sans que le PET scan, qu'il y ait une hyperfixation au niveau du PET scan. Et à ce moment-là, une deuxième alerte, je dirais, chez ce malade-là, qu'il fallait dès à présent envisager la greffe parce que quoi que vous fassiez par la suite, une fois que le matériel qui est déjà sur place est infecté, en plus qu'il y a une thrombose, quoi que vous fassiez, vous allez avoir une récidive de l'infection du TIPS et quoi que vous fassiez, vous n'allez pas obtenir un bon résultat. Donc voilà le deuxième signal d'alerte, à mon avis, qui devait vous précipiter vers l'indication de greffe, mais qui va devenir un peu plus compliqué maintenant, puisque l'allongement du TIPS et l'étendue de la thrombose vers l'amont était quand même un facteur de complication majeur. Très bien. Merci beaucoup pour cette intervention. C'est exactement… Juste, Ephraim, salut, c'est Jean. Une question par rapport à ça, parce qu'effectivement, ne pas attendre trop tard pour indiquer la greffe, c'est l'option qu'on doit avoir en mémoire. Mais quand les patients ont un MELD relativement bas, quelle solution on a qui s'offre à nous pour le faire? La deuxième chose, c'est que le message paraît très clair aujourd'hui, c'est que un TIPS qui donne l'impression de s'infecter, d'abord d'en avoir la preuve, c'est assez difficile. Donc là, on a eu un PET scan négatif, puis après, c'est devenu positif. Mais donc, il n'y a pas de solution antibiotique ou autre dans cette situation-là. C'est ça, si je comprends bien? Oui, tu as une thrombose plus un matériau qui est dans le foie. Là, c'est un élément de gravité majeure. L'antibiothérapie ne te permet que d'ouvrir une fenêtre pour la transplantabilité, au fait, pour changer tout le matériel. Donc, il n'y a pas de place à l'antibiothérapie au long cours chez ce type de malade? Pour les guérir, non. Non, okay. Mais tu sais que la littérature, elle est un peu pauvre là-dessus. Oui. Et elle est cumulée par des case reports un peu et des cas cliniques. Et la plupart du temps, les gens s'adaptent parce que là, il y a une indication de greffe. Et si j'ai bien compris, il avait à l'époque 66 ans, peut-être que de 2011. Donc, il devait avoir 68 ans. Donc, il approche un peu. C'est bien pour ça qu'on a choisi de présenter ce cas-là, parce que justement, il faut que peut-être toutes les personnes qui écoutent puissent avoir une idée assez claire du management. Bon, voilà. Mais merci pour ces infos. C'est un cas très perspectif et bravo de le présenter. Donc, on va voir un peu la suite. Mais après juste pour un complément, c'est vrai qu'avec le recul, c'est plus simple, mais je comprends qu'au moment où il a eu le TIPS, ça s'est thrombosé à 6 mois. Il n'y avait pas d'argument. Il a quand même tenu presque 10 ans sans refaire de problème, de 2010 à 2019. Et c'est vrai que c'est l'accès au greffon de ces malades-là. Il n'y a pas de composante. À l'époque, il n'y avait pas les donneurs à cœur arrêté qui peuvent faire accéder plus rapidement ce type de malade. Maintenant, à l'heure actuelle, puisqu'ils ont des MELD de bas, c'est un vrai problème. Mais comme l'a dit Ephraim, quand on regarde la littérature, il y a extrêmement peu de choses sur le sujet. Oh, pardon Fabrice, si je peux me permettre d'intervenir. Là, il y a eu un TIPS qui s'est thrombosé et en fait, thrombose du TIPS et puis in fine rethrombose suite à une hémorragie digestive. Donc, ça justifie thrombose plus hémorragie digestive, une composante expert qui est 800 points à 6 mois. Tu as raison. Non, ce que je voulais dire, c'est que je me projetais en 2010. Parce que dans l'histoire, si j'ai bien compris, en 2010, 6 mois après la pause du TIPS, il fait la thrombose. Puis il se passe quasiment un délai d'une dizaine d'années, puisque la pathologie s'acutise en 2019, si j'ai bien compris, avec l'hémorragie, l'allongement, le réallongement. Donc, effectivement, c'était juste pour dire, dans cette période-là, je comprends qu'après l'équipe puisse hésiter. Après, tu as totalement raison. Depuis 2019, avec les hémorragies, il y a la composante.
Non, Allez, non, très bien. non, 2010, il y a une récidive de l'hémorragie, ce qui a expliqué donc un re-TIPS avec un Ah oui, tu as allongement. raison. Tu as raison. Si j'ai bien pris note, là, j'étais là à ce moment-là. Tu as raison. Effectivement. Pardon. Bon, merci pour Continue, Thibaut. Merci pour ces interventions-là. Et justement, on se pose à ce moment-là la question entre de nouveau des manœuvres de TIPS et directement la transplantation. Et à travers cet article, on peut se poser la question de comment choisir un peu entre les deux. Et donc, dans la situation d'un patient avec une cirrhose décompensée, éligible à la fois au TIPS et à la transplantation, l'une des manières de privilégier l'une ou l'autre des alternatives est d'identifier s'il y a une insuffisance hépatique associée, notamment à travers le score MELD que tout le monde connaît avec un cutoff à 20 ou à travers le score FIPS, qui est un score composite également au cours de la maladie cirrhotique, avec comme critères la bilirubinémie, la créatininémie, l'âge et l'albuminémie. En cas de score FIPS supérieur à 0,92, il y a un autre article qui a prouvé que la pose de TIPS dans ces conditions-là s'associe avec une mortalité très élevée, avec une survie médiane des patients de l'ordre de 3 mois. Donc le message à retenir, c'est en cas d'insuffisance hépatique marquée, il est souhaitable d'aller plutôt vers un projet de transplantation. On peut privilégier le TIPS cependant selon ces critères suivants également, en cas de complications d'hypertension portale isolée, en cas d'association avec une thrombose portale permettant de reperméabiliser le système porte et de faciliter la transplantation ultérieure. En cas de bilirubinémie inférieure à 85, et ce seul critère suffit, contrairement au score composite. En cas de patient jeune, pour notamment ne pas l'exposer à des années d'immunosuppression et essayer de garder ça en réserve. Et en cas d'attente sur liste prévisible long. La question qu'on peut se poser également, c'est quel est l'impact de ce TIPS sur la transplantation ultérieure? Et on peut voir que si on prend toutes les situations de TIPS, il n'a aucun impact et sur la perte de greffon et sur la survie globale. Concernant les paramètres périopératoires, l'impact du TIPS est uniquement sur des paramètres hémodynamiques péropératoires, notamment le débit cardiaque ou le flux portal. L'autre question qu'on peut se poser, c'est si maintenant on prend uniquement les TIPS avec des critères de malposition, comme sur l'image de gauche, un TIPS qui est étendu sur le système porte et à fleur sur le système cave, ou un TIPS qui est carrément dans la cave sur l'image de droite. À ce moment-là, sur les données périopératoires, il n'y a aucun impact et les données hémodynamiques sont lissées et comparables. Par contre, clairement, ça a un impact et sur la perte de greffon et sur la survie globale. On a décidé à ce moment-là de privilégier une révision du TIPS et une embolisation de la varice gastrique avec un allongement porte et l'extrémité du TIPS, on peut la deviner ici, et à ce moment-là, on voit le confluence splénomésarique atteint par le TIPS. Malheureusement, cette révision du TIPS est compliquée d'une thrombose à 3 mois qui nécessite un réalignement, encore une fois, du TIPS entre les différentes prothèses. De plus, quelques mois plus tard, il présente de nouveau une thrombose de TIPS pour lequel on indique une reperméabilisation du TIPS, une embolisation de la varice gastrique encore une fois. Et suite à ces manœuvres-là, il fait de nouveau des épisodes de bactériémie répétés avec cette fois-ci au TEP scanner une fixation modérée diffuse des TIPS qui, à l'époque, est jugée d'allure réactionnelle. Ma question, encore une fois, c'est à la faveur de ces différents épisodes de bactériémie, souvent contemporains de révision du TIPS, est-ce que vous avez une hypothèse précise? Et je vous laisse la parole. L'infection du TIPS, on était déjà parti d'une TIPSite, donc il y avait déjà un foyer infectieux préexistant. Et là, on rajoute un second TIPS et qui a été allongé, donc de nouvelles manœuvres sur le TIPS. Donc, on augmente encore plus le risque de réinfection. Moi, je n'ai pas d'autres hypothèses sur les bactériémies à répétition sur des TIPS qui ont été manipulés, remanipulés, en fait. À moins que Fabrice ait des nouvelles idées. Non. Aussi, là, pour le coup, en 2023, la décision qui ne vous fait pas l'inscrire sur la liste de transplantation avec une composante, c'est quoi la difficulté de la greffe avec les multiples TIPS mise en place ou...
Et puis les Le choix de votre argument, c'est surtout celui-ci en disant que la transplantation, elle est extrêmement compliquée avec des hauts risques de complications et de mortalité. C'est ça, parce que là, c'est vrai que, bon, autant il y a quelques facteurs, mais en 2023, on a déjà un peu on a déjà eu les épisodes de bactériémie au rallongement, on a eu la récidive de la thrombose qui est la 3e ou la 4e. C'était vraiment la morbimortalité de la greffe qui vous fait basculer pour la localisation, le réallongement, le réalignement. Exactement. À la suite, il avait été remis sur liste active, mais effectivement, c'était la complexité de la greffe qui nous faisait un peu ralentir les choses. Et de plus, avec les bactériémies répétées, parce que il en a fait relativement beaucoup, chaque fois, il était placé en CIT, ce qui retardait le moment de la greffe. Est-ce qu'il était sous antibiothérapie sur liste Il a été mis sous antibiothérapie, mais ce de manière itérative. Je n'ai pas retrouvé d'antibiothérapie au long cours, mais à chaque faveur d'infection, il était mis sous antibiothérapie pour un moment donné. Là, en l'occurrence, en fait, il avait quel âge à ce moment-là, en 2024? Je pense que pour tout vous dire, j'ai fait une coquille sur les 66 ans et là, il était aux alentours de 65. D'accord. Ouais, Okay. ça faisait plus de 76 ans. Hein. Ouais. Et à Marseille, regarde Jean-Jacques Viertienne comme il est jeune. À Marseille, il ne vieillisse pas. D'accord. Ouais, non, c'est ça. La remarque qu'on peut ajouter à ce que vous venez de dire, c'est que depuis le début, la notion de l'infection du TIPS, on n'en a pas pris assez en considération probablement. La deuxième, notamment dans la genèse des récidives de thrombotiques. La deuxième, c'était de dire que ce patient qui faisait régulièrement des épisodes bactériémiques, que la greffe allait être difficile. Et ce qu'on craignait aussi, c'est que la mobilisation du foie, en fait, de toute l'atmosphère du foie, de la veine porte, qui, à ce moment-là, on commençait à avoir de gros doutes sur le fait que le thrombus soit en fait de la pilée phlémite, quoi, directement, entraîne une greffe particulièrement houleuse, délicate et qui se termine très mal. Donc là on a l'impression qu'on a loupé le coche. Mais est-ce que vous, par exemple, si vous receviez, vous aviez traité un type de malade comme ça, c'est-à-dire où on a attendu, probablement trop attendu, pas assez pris en considération l'infection du TIPS ou du matériel qui est dedans. Est-ce que vous indiquez la greffe très facilement? Est-ce que vous avez des stratégies que vous avez déjà pu développer pour essayer de faire que la greffe se déroule le moins difficilement possible? Quelle est votre manière de faire? Alors, indiquer la greffe facilement, là, c'est un peu moins évident parce qu'on est quand même devant des bactériémies répétées, devant une évolution longue et des thromboses de 2 types. Donc, à chaque fois, il rethrombose. Donc, c'est quand même pas vraiment très, très évident d'aller à la greffe. C'est un dossier qui se discute un peu avec les réanimateurs, surtout les infectiologues, et puis le malade et sa famille pour voir un peu les autres alternatives. C'est-à-dire, il a quand même tenu un certain temps. Là, il est en train de s'aggraver. C'est le seul moyen de s'en sortir, c'est d'enlever le foyer infectieux, donc de greffer. Ça, c'est évident, mais ça ne veut pas dire que la greffe, elle est à indication facile. Après, je crois que sur ta deuxième question, quels sont les moyens pour aller à la greffe? Là, je n'ai plus en tête le dernier tips, enfin la dernière imagerie. Il allait jusqu'où le tips? Parce qu'en haut, ça va l'air bien, mais je n'ai pas bien vu jusqu'où il allait en bas avec la thrombose. C'était ça qui, quand même… Justement, là, c'est un des points clés. C'est-à-dire que si on envisage une greffe sur ce type de patient, outre la période péropératoire qui peut être délicate, la question va être si on a des difficultés pour désobstruer la veine porte et qu'on est obligé de laisser du matériel dans la veine porte. Le risque auquel on se confronte, enfin on va faire face, c'est une récidive après la greffe infectieuse parce que la source de l'infection, on l'a laissée en place. Donc, est-ce qu'il faut absolument s'assurer, quand on a une thrombose porte, avec du matériel dedans, avec une extension d'amont,
vers les axes mésentériques. Est-ce qu'il faut absolument envisager la greffe en étant sûr, avec une majorité d'assurance de pouvoir tout enlever, ou bien si on dit laissons le truc en place, la veine porte, on va délibérément la shunter, la court-circuiter, laissant du matériel qui va être infecté mais qui ne sera plus lavé par le flux porte. Voilà. Quel est votre point de vue par rapport à ce genre de stratégie? Alors, moi, on a eu quelques cas, mais pas aussi sévères, pour être honnête, et notamment de type site aussi sévères, parce que c'est vrai qu'on a des hépatologues qui sont très intéressés à Toulouse à l'hypertension portale, au TIPS. Et donc, voilà, c'est des malades qu'on greffe assez vite. On n'a pas ça, mais on a eu plusieurs rallongements de TIPS, mais on n'avait pas ces épisodes de bactérémie, donc c'est un peu différent, et qu'on a laissé. On essaye d'enlever si possible, mais on a aussi laissé de la prothèse dans la veine porte en faisant des asthmoses porte-au-porte. Mais il n'y avait pas ce contexte de bactériémie. Voilà. Après, nous, on n'a pas d'expérience dans cette situation. Je n'ai pas de souvenir aussi précis. Il y a une question d'Alexis Laurent qui justement pose le problème de savoir si le TIPS va très loin vers le territoire mésentérique, veineux, si on ne peut pas l'enlever complètement, quid du risque infectieux post-greffe? Parce que finalement, si on part du principe qu'il y a une TIPSite et qu'on laisse du matériel qui est potentiellement infecté, qu'est-ce qui va se passer après la greffe avec l'immunosuppression? Donc, on risque de majorer le contexte infectieux et d'avoir des sites opératoires peut-être un peu plus complexes. Donc, est-ce qu'il faut essayer, s'astreindre à essayer, si on envisage une greffe, de faire une ablation complète du matériel prothétique qui est à l'origine du problème septique actuel? Ça, je pense, ça dépend beaucoup de l'étendue du TIPS dans la veine mésentérique supérieure. Hein. Parce qu'enlever, ça paraît comme ça sur le papier, mais des fois, ça peut être quasiment impossible. Et Thibaut, tu peux nous remettre l'imagerie où on voit la partie distale du TIPS? Je peux vous le mettre ici et plus tard, on verra le scanner en coupe frontale notamment où on distingue bien. Le TIPS, là, sur l'image le plus à gauche, il est à l'affleurement de la VMS. Et le TIPS le plus à droite, il plonge dans le confluent splénomésarique. D'accord. Donc là, en effet, ça descend un peu bas. Ça descend quand même un petit peu bas sur le confluent, sur la terminaison de la VMS. Et en fait, c'est assez difficile pour le TIPS que vous avez décrit de pouvoir le retirer, c'est-à-dire les TIPS que l'on arrive à réséquer, c'est-à-dire ils ne dépassent pas l'arrivée du confluent splénomésentérique en principe. Nous, on a eu quelques expériences, un peu comme Fabrice, parce qu'on a aussi une équipe qui est très active dans le TIPS. Et quand on enlève, pour répondre à ta question, Jean, ils réagissent très vite et ils ne remettent pas quand il y a une thrombose, voire une TIPSite post-thrombose et manipulation de thrombose. Dans ces cas-là, ils les confient à la greffe et au fait, en réséquant le thromporte, on emmène le TIPS en même temps et on ne laisse pas de matériel. En revanche, quand il y a des thromboses d'un TIPS, la reperméabilisation accord avec les hépatos, mais le contexte de TIPSite est différent. Mais quand il y a une thrombose en amont d'un TIPS, ils mettent plutôt un stent dans la veine porte et ils reperméabilisent en aval du stent par un TIPS. Ce qui fait que le stent en amont dans la veine porte permet d'assurer le flux porte, enfin en tout cas mésentérique aux portes, et en même temps le TIPS assure le passage au niveau en intrahépatique. En fait, c'est un peu comme ça quand il désobstrue un TIPS. Les une thrombose en amont, il résonne un peu de cette façon-là. Je ne dis pas que les prothèses sont faciles à retirer. Elles ne sont pas du tout faciles à retirer, les prothèses. On peut retirer un TIPS, mais pas une prothèse quand il descend un peu bas dans la veine porte en faisant des manœuvres d'extraction du TIPS. Les prothèses ne sont pas difficiles à retirer. Elles ne sont pas du tout faciles à clamper. C'est-à-dire, quand on a une endoprothèse, nous, on a fait des clampages par des ballonnets en intraluminal. Quand on met la prothèse, j'entends, mais pas le TIPS. Hein. Le TIPS, on ne coupe pas dessus. Oui, là, le coup du ballonnet, de la prothèse, nous, à Toulouse, on a un peu la même stratégie. Hein,
Et voilà. Mais encore une fois, ce n'était pas dans des typsites ou dans des bactériémies. Mais c'est compliqué, le clampage n'est pas étanche, on met les ballonnets et voilà, on essaye d'enlever quelques fils métalliques pour l'endroit où on va coudre, mais ça complique les affaires. On est curieux de voir la suite. Et donc, je vous propose de continuer. Effectivement, donc, le diagnostic qui est retenu a posteriori, on a longtemps tourné autour d'une suspicion d'endocardite avec plusieurs examens réalisés dans ce sens. Et au final, on a conclu à l'infection de TIPS. Donc, le terme anglo-saxon qu'on peut retrouver dans la littérature, c'est l'endotypsitis. Et effectivement, en fait, c'est quelque chose qui est relativement rare dans la littérature, avec aujourd'hui moins de 100 cas décrits. Certains auteurs parlent que ça peut arriver dans 1% des TIPS, mais je pense que c'est largement surestimé. Les facteurs de risque retrouvés, surtout le facteur de risque principal, c'est toute manœuvre biliaire, qu'elle soit chirurgicale, radiologique ou endoscopique, à faveur d'un drainage biliaire ou d'une sphinctérotomie. Le diagnostic, malheureusement, c'est un diagnostic d'élimination après avoir éliminé beaucoup de causes de bactériémie chez ces patients-là. L'antibiothérapie, enfin le traitement qu'on peut noter dans les articles qu'on voit, c'est l'antibiothérapie au long cours, mais effectivement, elle a plusieurs limites. Et c'est souvent une antibiothérapie qui doit être faite jusqu'à la date de transplantation. Et la mortalité de ces malades, elle est extrêmement élevée, avec une mortalité à 30% qui peut aller jusqu'à 60%, notamment pour les cas de fongémie dans ces infections-là. Pour revenir sur l'histoire du malade, après cet épisode-là et ces différentes bactériémies, la composante expert a été acceptée en décembre 2024 avec 800 points effectivement. Et 3 mois plus tard, il fait une nouvelle récidive de rupture de varices gastriques. Cet épisode, il survient au cours d'une hospitalisation en hépatogastro-entérologie pour une bactériémie, avec un transfert en réanimation pour choc hémorragique sur cette rupture de varices. À ce moment-là, le patient est child C10 MELDA 11 et on a une proposition de greffon après 14 jours de réanimation. Je vous présente le scanner juste avant donc la transplantation, où on peut voir les deux TIPS, les plusieurs embolisations itératives. Je vais vous remettre les coupes frontales qui vous permettront de mieux visualiser la longueur de ces TIPS. Donc sur le versant cave, a priori, il n'y a pas de problème particulier. Par contre, sur le versant porte, on a le premier TIPS à gauche, donc, qui est au début de la veine mésentérique supérieure, ou à la fin, pardon, et le TIPS à droite qui envahit le tronc splénomésarique. Et juste pour rappel, sur le plan artériel, je vous montre le premier scanner pour éviter les nombreux artefacts. Et c'est un malade qui avait deux artères hépatiques issues de l'AMS, dont une ici, une un peu plus haute ici, et qui vascularise l'une le foie droit et l'autre le foie gauche. Le donneur, c'est un malade de 61 ans, du même morphotype que le patient, même groupe, un donneur local en état de mort encéphalique post-AVC, avec également des variations anatomiques, une artère hépatique droite naissant de l'AMS pour vascularisant le foie droit et une autre modale pour le foie gauche. Le prélèvement, il se fait sans incident. Le poids du greffon, il est évalué à 1,6 kg. L'explantation chez ce patient, elle commence par l'aspiration d'1,5 litre d'acide. On met en évidence évidemment une circulation collatérale abondante avec le shunt splénorénal qui est retrouvé, identifié et préservé. On est face à une inflammation périportale importante, une veine porte qui est jugée comme non dissécable. Et également, on retrouve les mêmes constatations qu'au scanner, donc ce TIPS au-delà du confluent splénomésarique. Avec les images suivantes, où on peut voir le TIPS dans la porte qui est clampé par deux cochères et un TIPS avec pas mal de pus en son sein. On voit les deux TIPS présentés ici. L'hépatectomie, elle se finit sans incident supplémentaire avec une cavotomie transverse suprahépatique. Et ma question, c'est, au vu de ces constatations, un shunt splénorénal, un système porte non utilisable jusqu'au confluent splénomésarique, ma question, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces conditions-là ? Je ne sais pas, tu as l'air de nous orienter un peu. Tu dis que c'est pas dissécable, que c'est poussé, que manifestement, j'ai compris que le matériel, vous n'arrivez pas à le sortir et qu'il va rester en place. Et tu as insisté sur le fait du shunt splénorénal qui était fonctionnel. Moi, j'avais pensé que vous l'aviez embolisé au début, dans le premier épisode où il y a eu l'embolisation. Donc, je m'étais dit que c'était
c'est a posteriori pas bien, mais s'il est perméable, peut-être une anastomose porto-rénale gauche qui éviterait d'utiliser l'axe veineux mésentérique. Mais voilà, ce qui est quand même un peu embêtant, c'est cette histoire de pull qu'on va laisser ces types s'infecter. Mais maintenant, voilà, si on ne peut pas faire autre chose, il y a peut-être cette éventualité-là. C'est la question justement, parce que en péropératoire, donc au moment où on aborde la porte, jusque-là tout va bien. Il n'y a pas d'hémorragie majeure, il n'y a pas de décharge septique à ce moment-là pendant l'intervention. Et donc la question, c'est un matériel qui semble bien incrusté et difficile à enlever, et pour lequel, si on force, on risque d'avoir des catastrophes, un arrachement, un stripping de la veine porte ou je ne sais trop quoi. Est-ce que là, justement, pensant que le chêne splénorénal est ouvert, on va faire ce que tu as évoqué, et on partageait beaucoup cette idée-là, et on laisse délibérément, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, du matériel dans la veine porte en disant, ben, il n'y aura plus de flux, peut-être que ça sera tamponné et qu'on va avoir une infection, je dirais, cloisonnée et isolée d'organisme. Ou au contraire, vous pensez qu'il faut délibérément aller chercher le matériel, essayer par beaucoup de moyens, jusqu'à ce qu'on se trouve, peut-être pas par quelque chose d'un peu grave, de retirer ce matériel. Voilà, c'est votre sentiment par rapport à ça. Vraiment, c'est votre sentiment. Moi, la question, elle est assez difficile, Jean, et tu sais très bien que les solutions, quoi qu'il en soit, ce malade est déjà assez grave. Parce que entre laisser, comme tout le monde le disait, Fabrice et toi, du matériel septique et faire une transplantation, il est évident la facilité et le moyen le plus élégant de s'en sortir chez ce patient, c'est l'anastomose rhénoporte, comme disait Fabrice, qui nous tend un peu les bras ici, d'après ce que vous disiez, puisqu'il y a un chêne splénorénal qui est perméable. L'autre, théoriquement, chez ce malade-là, il y aurait une indication, mais c'est très compliqué chez lui, je ne dis pas que c'est facile à faire, de retirer tout le matériel. Et pour retirer tout le matériel, il aurait fallu mettre une circulation véno-veineuse donc chez ce patient et être dans un chantier qui est tout autre, c'est-à-dire disséquer la racine de mésentère, disséquer en dessous le pancréas avec toute la collatéralité qui existe avec le chêne splénorénal pour pouvoir retirer tout le type jusqu'au bout et reperméabiliser pour avoir une reconstruction porte anatomique. Je ne dis pas que c'est faisable, mais ça, c'est la théorie. C'est à vous. Oui, tu l'aurais tenté quand même. Je ne sais pas. Je dis théoriquement, c'est ce qu'il fallait envisager, mais je sais que dans des situations comme ça, où on est déjà dessus, c'est un peu compliqué parce que, comme tu dis, vous avez dit, j'ai bien entendu que en coupant la veine porte, vous aviez de l'abcès dans le TIPS. Oui. Donc, Vincent, vous l'avez bien dit, c'est ça. Oui. Thibaut, pardon. Et donc, de ce fait, moi, laisser quand même un abcès au contact du système porte m'aurait gêné avec du matériel. Après, je sais que c'est le meilleur moyen, le plus élégant de s'en sortir, c'est l'anastomose rhénoporte. Et c'est probablement ce que j'aurais fait, comme vous. Enfin, je ne sais pas si c'est ce que vous avez fait, mais c'est ce que j'aurais fait. Après, effectivement, en opératoire, j'imagine que vous avez essayé de libérer du matériel. Le problème, c'est qu'on a une veine, matériel qui passe en rétroismique. Et c'est vrai que sans extrusion, mais même avec une extrusion, il aurait fallu aller réséquer la veine splénique pour enlever, réséquer ce confluent mésentérico-portosplénique qui n'est pas facile d'accès. Et puis, en essayant de libérer comme ça du matériel du type, comme un peu une thrombectomie, on risque aussi de déchirer la veine plus bas. Nous, ça nous est arrivé avec une catastrophe qui coûte des fois cher aux malades. Donc, c'est vrai que la situation est difficile et je pense que nous, on aurait probablement pris la moins risquée dans ces conditions-là, sans être préparé, mais c'est délicat. Je vous propose de continuer, mais c'était exactement les questions qu'on s'est posées en péropératoire. Ça me permet d'aborder avec vous
la problématique de thrombose porte et de transplantation. L'événement de thrombose porte, en fait, il n'est pas rare au cours de la transplantation. Il est estimé entre 5 à 26%. Et cette thrombose porte, elle a un impact sur la morbimortalité à court et moyen terme, avec à la fois un impact sur la survie globale des patients, mais aussi sur la perte du greffon. Cette thrombose porte, elle est estimée avec une mortalité aux alentours de 13% à 1 mois de la transplantation, d'autant plus si la thrombose est complète ou étendue, avec cette fois-ci une mortalité à 1 an estimée à 50%. Souvent, la question qu'on se pose, surtout sur un malade en liste de transplantation, est l'origine de cette thrombose porte. Est-elle chlorhydrique ou tumorale, étant donné l'implication sur la récidive après transplantation? En faveur d'une thrombose tumorale, les critères radiologiques et notamment scanographiques sont l'hyperartérialisation du thrombus ou le signe d'Ocuda, la fistule artérioporte, le washout du bourgeon et une dilatation du tronc porte supérieure à 23 mm ou une absence d'hyperdensité spontanée du thrombus, ce qui voit plutôt dans les thromboses chloriques fraîches. Autre examen de radiologie qu'on peut utiliser, c'est l'IRM avec un signal de restriction de diffusion, le TEP scanner avec une image d'hypermétabolisme en faveur d'une thrombose tumorale, et l'écho de contraste semble l'examen à privilégier dans ces conditions avec une spécificité, une sensibilité proche de 100%. La question de l'anticoagulation dans la thrombose porte, chez un patient avec une thrombose récente chlorique sur cirrhose et candidat à la greffe, en fait, il n'y a pas de question, il faut l'anticoaguler tout le temps, et ce, jusqu'à la greffe, pour les arguments suivants. Un taux de recanalisation plus élevé avec une anticoagulation, une diminution de l'extension de la thrombose, qui facilitera la greffe ultérieure, et une diminution des épisodes d'hémorragie liés à l'hypertension. Cette anticoagulation n'est pas associée à un surrisque hémorragique. Et surtout, la notion à bien mémoriser, c'est qu'en cas d'arrêt, on s'expose à un risque majeur de récidive de thrombose. Pour reprendre un peu toutes les données et le management des thromboses portes au cours de la transplantation hépatique, tout ceci, ça passe d'emblée, dans un premier lieu, par la prévention, avec un screening régulier à la recherche d'une thrombose porte, l'anticoagulation, dans les cas où il y a une thrombose porte, et discuter du TIPS si on a une progression sous anticoagulation ou en cas de contre-indication à l'anticoagulation. En cas de succès de ces manœuvres-là, on va se porter sur une transplantation standard. En cas d'échec de l'anticoagulation ou du TIPS en seconde intention, on va définir la thrombose porte selon son caractère complexe ou non complexe à travers la classification de Yardle, donc qui est divisée en 4 stades, avec les 3 premiers stades, une thrombose tronculaire partielle ou complète, ou plus ou moins étendue à la veine mésentérique pour le stade 3, et les stades 4, donc qui sont les thromboses complexes, où là, on a une thrombose étendue également aux confluences plénomésaraiques. Pour la prise en charge et le rétablissement de l'inflow au cours de la transplantation, pour les thromboses classées grade 1 ou 2, donc les thromboses tronculaires partielles ou complètes, on va réaliser une thrombectomie avec une éversion de la veine et éviter cette thrombectomie à l'aveugle pour éviter un stripping de la veine porte. Concernant les thromboses Yardle 3, donc étendues à la veine mésentérique supérieure, le management classique qu'on peut utiliser, c'est un jump graft avec un greffon veineux d'interposition entre la porte et la veine mésentérique supérieure qui est rétroduodénale prépancréatique. La prise en charge, par contre, des thromboses complexes, c'est un peu plus difficile. Et la première question à se poser dans ces cas-là, c'est est-ce qu'il y a la présence d'un shunt ou pas? En fonction de la présence d'une shunt et de son anatomie, on adaptera les différentes techniques de reconstruction qu'on peut utiliser. Et en cas de présence d'un shunt splénorénal, on pourra réaliser plus favorablement une anastomose rénoporte. En cas de présence d'un shunt situé sur la veine gastrique gauche, on réalisera une anastomose à l'aide de cette veine gastrique gauche et sur le schéma avec un greffon d'interposition veineux. En cas de varice péricholédocienne, même réflexion, on prendra cette varice pour réaliser notre anastomose porte. Et en cas de shunt non utilisable, on se portera là vers les techniques d'hémitransposition cave, plus ou moins calibrées, plus ou moins avec des greffons d'interposition veineux. Dans un second cas, en cas d'absence du shunt, les auteurs de cet article préconisent la réalisation de ces reconstructions dans l'ordre, donc plutôt une anastomose rénoporte en premier lieu, ensuite discute l'hémitransposition cave, puis l'artérialisation de la veine porte, et en dernier lieu, la transplantation multiviscérale. On peut voir ci-dessus une image assez historique après cavographie d'une hémitransposition cave avec tout le système porte intrahépatique.
On différencie ces reconstructions selon qu'elles soient physiologiques ou non. Et ceci a la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une différence entre ces reconstructions? Et la réponse est oui sur cet article en comparant 150 reconstructions physiologiques contre 25 reconstructions non physiologiques. Les reconstructions non physiologiques, elles ont un impact clairement négatif sur les suites post-opératoires après transplantation, avec une augmentation de la mortalité post-opératoire, une augmentation de la récidive de thrombose et une diminution de la survie à 5 ans. Dans cet autre article, comparant différentes reconstructions extra-anatomiques entre physiologiques et non physiologiques avec une majorité d'anastomoses rénoportes, les complications post-opératoires qu'on mesurait, on pouvait retrouver l'insuffisance rénale aiguë dans 50% des cas, l'acide réfractaire dans 10% des cas environ et l'hémorragie sur varice dans 10% également. La survie à 5 ans chez ces malades était de 61%, avec une perte du greffon à 5 ans estimée à 57%. Et le seul facteur indépendant associé à la perte toute cause du greffon était la présence d'une reconstruction non physiologique. Pour revenir sur le cas clinique, l'implantation du greffon s'est faite au travers d'une anastomose cavo-cave termino-latérale classique. Effectivement, on a réalisé une anastomose rénoporte termino-terminale et je vous en montre les photos avec la veine cave sur la partie inférieure de l'image et le moignon de la veine rénale gauche. La veine rénale gauche sur la partie supérieure de l'image avec le plan de Satinsky. Ici, la veine porte du greffon avec le calcul des mesures pour réaliser au mieux l'anastomose. Et enfin, l'anastomose rénoporte avec à gauche la veine cave et le moignon de la veine rénale. En bas sur l'image, la veine rénale gauche et en haut, la veine porte du greffon. L'anastomose artérielle, elle a porté entre l'AMS du greffon et l'artère hépatique droite du receveur après un montage selon Gordon. Et on a pu réaliser l'anastomose biliaire dans le même temps. En résumé, au terme de l'intervention, la durée était de 8h48, la durée d'ischémie froide de 7h28. On a utilisé 1,6 litre à partir du cell saver, une transfusion de 4 CGR et d'un culot plaquettaire, un syndrome d'ischémie reperfusion marqué avec une sortie de bloc sous noradrénaline à 4 mg/h et des Dopplers en fin d'intervention qui valaient les flux normaux. Donc, à la fin de tout ça, on se sent globalement soulagé et plutôt chanceux, entre guillemets. Les suites post-opératoires sont marquées déjà par une thrombose de la branche droite de l'artère hépatique avec une ischémie des segments 6 et 7 pour lequel on indique un traitement par cardégique et anticoagulation curative. Elle est aussi marquée par un choc hémorragique à J3 sur rupture de varice gastrique avec à l'endoscopie, pas de saignement actif identifié, donc pas de geste hémostatique, et uniquement une mise sous sandostatine IVSE avec une récidive précoce à J4. Et cette fois-ci, à l'endoscopie, on réalise un encollage d'une varice gastrique. À ce moment-là, le patient a un TP à 61%, un facteur 5 à 56%, qui sont biaisés par l'administration de PFC, et une bilirubinémie totale à 223 micromoles par litre. Je vous montre les images donc, suite à J4 à ces complications diverses, où notamment on avait l'ischémie et la thrombose de la branche postérieure de l'artère hépatique, qu'on devine filiforme ici et qu'on perd ensuite. Et je vous montre le temps portal chez ce patient. On peut voir l'ischémie donc des segments postérieurs, l'anastomose rénoporte qui est perméable. Je vais revenir dessus. Okay. Et donc, ma question, c'est devant cette récidive hémorragique à J4, quelles sont les options qu'on peut discuter pour traiter cette récidive? C'est l'histoire sans fin, votre cas. Hein. Ouais. On va mal dormir, hein. Je nous fais des frissons. Il n'y a pas de, bien sûr, j'imagine, il n'y a pas de sténose, des anastomoses. Vous aviez fait un piggyback, c'est ça, comme anastomose cave? Oui. Oui. Donc, il n'y avait pas de sténose cave et encore une fois, il n'y avait pas de sténose sur l'anastomose rénoporte. Il n'y a pas de problème technique évident. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que je ferai comme vous, hein, un collage de la varice gastrique. Je ne vois pas d'autre solution. Hein. Et quand même. Et nous, à ce moment-là, on a validé en staff donc l'intervention de Segura modifiée
À J5, où globalement on l'a modifié en ne réalisant pas de splénectomie, pas de transection œsophagienne et pas de pyloroplastie, donc une déconnexion surtout portale gauche. Malheureusement, les suites elles sont compliquées d'un choc septique à J11 avec une péritonite tertiaire et reprise chirurgicale, permettant une toilette péritonéale seule où on ne met pas en évidence de perforation. Un choc hémorragique à J18 sur rupture de varice gastrique, avec à l'endoscopie l'injection de sérum adrénaliné d'une varice gastrique. La portographie à ce moment-là met en évidence l'absence de gradient de pression entre la veine porte et les varices. Le contrôle endoscopique à J3 de cette manœuvre met en évidence un saignement actif de varices fondiques traité par coil et encollage. Et de nouveau, on est face à un état de choc septique et hémorragique à J25 qui malheureusement aboutiront au décès à J27. Les messages importants, à mon sens, au cours de la révision de ce cas clinique sont de mettre vraiment un point important sur la discussion collégiale et de garder la transplantation en perspective à tout moment et à chaque révision du TIPS pour ne pas l'altérer par la suite. Cette notion d'endotipsitis ou de tipsite, c'est un événement rare parmi les complications du TIPS, mais grave, et pour l'instant, où on est face à une absence de traitement spécifique. Et la question à la relecture de ce cas était vraiment est-ce qu'il ne fallait pas envisager une TH plus précoce dans ces cas-là? Je vous remercie pour votre attention. Juste un commentaire avant de vous écouter. On n'a pas assez tenu compte du risque infectieux lié au TIPS. Cette notion-là ne nous a pas été assez, je dirais, lumineuse. Et je pense que ça s'est soldé par des échecs qui se sont accumulés dans le temps. La deuxième, c'est effectivement que le TIPS en soi, notamment quand il y a des hémorragies digestives sans insuffisance hépatique majeure, mais avec une hypertension portale, n'est peut-être pas la solution pérenne dans le temps et qu'il faut penser transplantation peut-être plus tôt. Alors, on invoque toujours le fait d'exposer le malade à des immunosuppresseurs. La troisième, la dernière complication, c'est que ce malade, quand il a été greffé, il s'est remis à saigner au dépend de l'estomac. C'est un malade qui avait eu de nombreux gestes sur l'estomac. Et l'idée, c'est que toute la muqueuse et la sous-muqueuse de l'estomac devaient être extrêmement fragiles et que plutôt de faire un Shigura, la solution aurait pu être, je dis bien aurait pu être parce que je pense que c'était catastrophique, de faire une gastrectomie totale. Peut-être ça aurait pu sauver le truc. Mais une gastrectomie totale, après tout ce qu'avait eu le malade, je pense que les séquelles, on se serait mordu les doigts s'il était bon. Donc malheureusement, on a loupé un certain nombre de coches à des moments donnés. C'était juste pour vous montrer que cette notion de sepsis, jusque-là, on n'en parle pas assez souvent en tout cas, et que probablement elle est plus à prendre en considération que ce que nous, on a pu la prendre en considération. J'aurais un petit commentaire. Bon, c'est une observation terrible, hein, puisque ça se termine par la perte du malade, mais très enrichissante parce que, comme tu l'as dit, ces endotipsites, c'est très rare. Donc, le premier message est très important. Et j'ai envie de dire le deuxième message, puisque nous, on en a fait une récente, une Rhénoporte, c'est que, comme l'a dit Ephrem, ça paraît, ça nous tend les bras, ça paraît une opération simple, et on l'a vu, hein, ça n'a pas beaucoup saigné, ça s'est bien déroulé, mais néanmoins, et le peu de littérature que l'on a le montre très bien, les suites peuvent être catastrophiques. C'est-à-dire que ça ne règle pas tout. C'est simple, mais on a beaucoup dans la littérature de malades qui meurent de complications d'hypertension portale. Et là, peut-être qu'on peut se dire, je ne sais pas si vous aviez pris les pressions avant, parce qu'au tout début de l'histoire, il y avait une embolisation de varices près de votre shunt, hein, on le voit, donc peut-être que le shunt n'était pas si ouvert que ça. Il aurait peut-être pu emboliser d'autres varices en préemptif, mais c'est toujours facile de faire l'histoire. Et je sais que nous, celui qu'on a fait récemment, il y a 10 mois, et il a mis 9 mois de l'acide comme si on ne l'avait pas greffé. Maintenant, ça va mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que le message, c'est prendre en compte rapidement ces infections de TIPS pour les greffer. Ephrem l'a dit tout de suite en début d'observation. Et après, quand on pense à faire une Rhénoporte, c'est techniquement simple, mais pour autant, les suites peuvent être terribles et votre observation le montre bien. Je pense que si on a 2 messages à donner, moi je dirais que c'est celui-ci. Merci Fabrice. Moi, évidemment, je souscris avec les remarques de Jean et Fabrice totalement et de Thibaut. Mais je voudrais quand même juste, on a eu, nous, l'expérience de malades chez qui on a mis une anticoagulation par héparine à visée curative associée au cardégique.
Et on a eu de très, très mauvais cas parce qu'on a eu un hématome latérocervical qui a fini, le malade a fini tétraplégique, au fait, à la suite de ça. Et on a eu d'autres complications chez des malades qu'on a été donc, et en particulier en post-greffe immédiat, on essaye beaucoup d'éviter cette association, je dirais, entre héparine à visée curative et du cardégique. Et quand on est amené à, je dirais qu'une fois que la thrombose est installée, l'objectif de l'anticoagulation chez vous était d'éviter la thrombose de l'autre artère, en gros, c'est ça, si j'ai bien compris. Et en fait, peut-être que du cardégique avec du Lovinox prophylactique pourrait être une solution un peu intermédiaire. Et si je peux me permettre de vous dire ça, parce qu'on a eu des cas très, très douloureux et on a eu plusieurs RMM un petit peu, je vous fais un peu profiter de cette mauvaise expérience aussi chez nous, quoi. Voilà. Donc, après tout le reste, j'adhère et je crois que plus on manipule les TIPS, plus on les expose à la thrombose et à la typsite. Et ça, il faut garder ça en tête. Donc, nous, nos hépatologues interventionnels, ils sont très, très sensibilisés là-dessus. Et très vite, ils nous soumettent des dossiers à la transplante. Et quand il y a une hémorragie, ça nous facilite les choses parce que les greffés pour une typsite, la composante expert n'est pas toujours gagnée. Mais quand il y a une thrombose plus hémorragie, on gagne pratiquement toujours la composante expert. Presque toujours. Mais en tout cas, merci de votre… Oui, Sophie, pardon. Je pense que ce qu'on peut aussi rajouter, c'est parce qu'on a eu c'est le deuxième cas qu'on a on a comme ça de patients qui ont des TIPS en fait qui sont mis à il y a longtemps, qui vont bien et qui sont perdus de vue par le centre de greffe, qui reviennent 10 ans après avec des TIPS qui ont 10 ans. Et en fait, ces deux patients ont vraiment des TIPS dans ces cas-là qui sont inextirpables et qui sont surtout avec de l'inflammation chronique. Donc, il y avait une part infectieuse, mais il y avait aussi une part où, en fait, il y a toute une partie de la veine porte qui est complètement calcifiée. Donc, nous, on a eu ça sur un autre patient et sur celui-là aussi, où, en fait, on avait même des difficultés pour fermer la veine porte parce qu'en fait, la veine porte, c'est un bloc de calcaire, donc on ne peut pas extraire le TIPS et on a quasiment des difficultés à les fermer. Et donc, moi, je pense que ce qui vraiment, il faut… Maintenant, c'est vraiment très important, c'est tous ces patients qui ont eu des TIPS, qui sont perdus de vue, parfois traités dans les autres centres et qui arrivent avec des TIPS mis il y a plus de 10 ans ou 15 ans. Bah, c'est vraiment des TIPS qui sont inextirpables et pour lesquels ça va poser beaucoup de problèmes. Et chez ce patient, on avait clairement un moment, on l'avait récusé pour la greffe, vu son état et ses multiples alternances de chocs hémorragiques, de chocs septiques. Et puis, on a fini par le greffer dans une toute petite fenêtre entre deux chocs septiques. Mais c'est vrai qu'on savait que le risque était très, très, très élevé, que la greffe allait être quasi impossible à réaliser. Merci beaucoup aux deux experts pour vos avis. Jean, je voudrais une dernière petite question parce que dans ce sujet, déjà féliciter notre orateur parce que l'observation était complète, la littérature était complète et tous les thèmes de ces thromboses, TIPS, portales ont été abordés. Juste une petite question puisqu'il a fait la littérature. Quel protocole d'anticoagulation sur liste d'attente? Parce que récemment à Toulouse, il y a eu un combat de coq entre nos anesthésistes et nos hépatologues qui n'étaient pas raccord sur la modalité du traitement à laisser sur le malade sur liste. Qu'est-ce que vous faites, vous? On initie souvent le traitement par HBPM avec un relais le plus tôt possible sous AVK. Pour en fait, il reste sous AVK jusqu'à la greffe. Exactement. Nous, ils sont sous AVK pour faciliter l'antagonisation en liste. Hein, donc c'est ça. Oui. Parce ils sont relayés et sinon on les laisse en CIT jusqu'à ce qu'ils soient sous AVK. C'est le plus facile à manager. Hein. Exactement. Oui, à Bordeaux, c'est le même protocole. Sous AVK, parce qu'en fait, ça peut être antagonisé du jour au lendemain. Je suis d'accord, mais les hépatologues, je crois qu'il y a eu des papiers récents, ils voulaient mettre autre chose qui n'était pas antagonisable. Et donc, mais bon, ça me rassure. En tous les cas, bravo. Il y a eu une discussion, nous aussi, mais ce n'est pas antagonisable. Donc, en fait, ce n'est pas le bon traitement. En gros, dans les recommandations de Baveno 7, les AOD ont pris une place et je pense que c'est ça qu'ils essayent de suivre, mais pour moi, ça n'a pas lieu d'être dans la liste de graphique.
Pas pour les malades, oui, c'est ça, sur liste, en fait. Oui. Voilà. Ça exclut les malades. Mais voilà, mais comme les écrivains de Bavano, c'est aussi nos hépatologues, alors c'est. Mais enfin, on a résolu le problème. Merci en tous les cas, c'était vraiment très didactique. Merci. Et de mon côté, merci beaucoup Thibaut pour cette présentation et cette revue complète de la littérature. Bravo. Merci beaucoup pour votre sagacité parce que vous avez éclairé les points qui étaient des points de discussion importants et nombreux et qu'on n'a pas su régler au moment où il fallait. Mais je crois qu'il faut que ça serve d'enseignement à tout le monde pour qu'on puisse, à l'avenir, bien prendre en compte ce risque de tips infectés. Je crois qu'on va y revenir dans les mois et les années à venir, vu le nombre de tips qui sont mis en place. Ouais, merci à tous en tout cas. Merci à Thibaut, Jean et Sophie pour le cas, parce qu'en fait, c'est jamais facile de présenter un cas qui se finit, on dirait, mal, mais c'est aussi, nos échecs sont aussi enseignants pour notre pratique quotidienne. Donc, merci d'avoir fait l'effort, d'avoir repris ce dossier et en même temps de l'avoir discuté, d'avoir apporté des questions et éventuellement des réponses. Et merci à nos deux experts qui ont soulevé exactement les points délicats de ce cas clinique. Donc, merci à tous. Je n'ai pas de questions particulières dans le chat. Donc, bien écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt parce que le prochain grand round sera le jeudi 5 mars et ça sera l'équipe de Clermont-Ferrand. Donc, j'espère vous voir nombreux pour cette nouvelle soirée. À très bientôt et merci à tous. Au revoir. Merci.